Salut et bienvenue sur le Squigard. Aujourd'hui, une vidéo analyse méta un peu particulière. En effet, d'habitude, quand je fais des analyses méta, je vais parler d'une faction ou d'un thème en particulier, et on va se focaliser là-dessus. Aujourd'hui, on va parler de la méta Age of Sigmar aux États-Unis. Donc pour traiter de ce sujet, évidemment, je suis pas tout seul, parce que moi-même je réside en France, comme vous le savez, et j'ai un invité spécial, donc, pour ce sujet, qui est Jérémy Vessière. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Jérémy Vessière, c'est le capitaine de l'équipe USA. Donc c'est lui qui est chargé de sélectionner les joueurs de l'équipe US qui vont venir jouer lors des AOS World, qui est en quelque sorte la Coupe du Monde aujourd'hui des Jeux Sigmar. Et si aujourd'hui je peux vous proposer ce format un peu particulier, c'est parce que je suis moi-même arbitre des AOS World, et donc que je vais côtoyer différents capitaines qui sont inscrits pour la Coupe du Monde. Et donc j'ai contacté Jérémy afin qu'il puisse nous parler de l'organisation des Jeux Sigmar aux États-Unis, et même qu'il nous parle de son parcours personnel, et de comment l'équipe USA est organisée pour la Coupe du Monde. Alors peut-être que certains s'attendent à une vidéo en anglais sous-titrée en français, vu qu'on va parler avec le capitaine des États-Unis. Je vous rassure, aujourd'hui ce n'est pas le cas, pour une raison très simple, Jérémy Vessière, en effet, même s'il est capitaine des États-Unis et qu'il réside dans ce pays depuis des dizaines d'années maintenant, il est francophone car il est originaire à la base de l'Essonne en Île-de-France. Et donc même si l'anglais reste sa langue principale, le français est toujours sa langue maternelle, bien évidemment, et c'est avec grand plaisir qu'il a accepté de faire cette interview en français, afin que la vidéo soit accessible au plus grand nombre. Et donc moi je le remercie pour cela, j'espère que le contenu va vous plaire, et sans plus attendre, on va passer à la partie interview. Donc voilà, comme convenu, on se retrouve pour parler avec Jérémy de l'organisation d'AOS aux États-Unis. Donc bonjour Jérém, ça va? Oui, ça va. Donc Et toi? alors, petite anecdote avant qu'on commence. Moi ça va très bien. Petite anecdote avant qu'on commence. Avec le décalage horaire, il est actuellement 7h du matin. Donc si jamais quelqu'un avait un doute sur mon abnégation concernant la chaîne, sachez qu'on est dimanche et que je me suis réveillé il y a une demi-heure pour enregistrer cette interview. Et ça me fait très plaisir d'être avec Jérémy aujourd'hui, j'avais pas vu depuis 1000 ans. Et depuis, il a pris du galon en plus, il va pouvoir vous raconter un peu son parcours. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. Euh, Donc Jérémy, toi tu es un francophone qui vit aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, que ce soit dans la vie, quand est-ce que tu es arrivé aux États-Unis Ouais. et où est-ce que tu as commencé à OS? Est-ce que tu as commencé à OS en France ou plus tard en Amérique? Comment tu as découvert le Wargame et comment es-tu rentré dans l'équipe de la sélection nationale américaine parce que c'est un grand pays avec beaucoup de joueurs et c'est pas commun qu'on retrouve un nom américain dans ce genre de sélection. Donc ça fait combien de temps que tu es dans la sélection et surtout, quelque chose qui nous intéresse beaucoup, comment es-tu devenu le capitaine qui est un poste illustre? Ah ouais, avec plaisir. Alors, mon histoire commence un peu. J'ai commencé Warhammer Fantasy quand en fait j'ai déménagé en Amérique quand j'avais 9 ans. Je viens de Paris, bon, de la métropolitaine. Je viens de l'Essonne. Toute ma famille est française. On a déménagé pour mon boulot de mon père parce que moi je ne voulais pas partir de la France. Alors ils m'ont acheté des miniatures Warhammer parce qu'ils savaient que j'avais 9 ans, donc je ne savais pas trop ce que c'était. J'adorais les miniatures. Donc voilà, j'ai commencé avec ça depuis 9 ans. Je joue à Warhammer. J'ai fait un petit break pendant l'université. Et après, quand je suis revenu, j'ai recommencé à jouer. Et c'est comme ça que j'ai découvert que, en fait, j'aime beaucoup jouer au tournoi. Avant, je jouais jamais au tournoi. Je faisais juste des matchs avec copains ou au club. Mais après, j'ai commencé à participer compétitivement. Et à propos, mon français est vraiment nul, donc je suis désolé pour tout le monde. Donc, puis en plus, comme je parle en anglais pendant tout le temps, là, pour remettre le français en marche, c'est un peu compliqué. Donc, mon vocabulaire va être vraiment nul. Donc, si vous entendez de l'américain en français, c'est pas de ma faute, c'est mon Ah médication. mais t'inquiète pas, Ah, les joueurs d'AOS ils ont l'habitude des anglicismes, puis franchement, non mais c'est tellement bien que tu prennes le temps de parler de tout ça, je pense que personne n'osera critiquer, t'inquiète pas, vas-y. Puis même bon, t'inquiète pas, ma grand-mère va trouver ce truc et elle va m'envoyer un super Ah email en non, mais disant que elle putain, corrigera ton tes fautes, français, c'est pas t'inquiète. comme une vache espagnole. Alors, donc voilà. Euh, alors, non, non, j'ai commencé à jouer à Warhammer 40 000. C'était là qu'on a vraiment commencé. Parce que Fantasy, ça marchait pas. C'était très grand compétitivement en Amérique aussi, mais Mhm. comment tout le monde connaît l'histoire. Fantasy a commencé à venir bas, pas très populaire. Et tout le monde a commencé à jouer à Warhammer 40 000. J'ai fait ça jusqu'à à peu près 1.0. J'ai commencé à jouer compétitivement à AOS quand le General Handbook est sorti. Mhm. Donc, ça fait à peu près 5 ans maintenant, presque 5 ans, ouais, 5-6 ans. Ouais, c'est ça. Euh, et avant, en Amérique, j'étais un des plus grands joueurs de Warhammer 40 000. Alors, pour le contexte, en Amérique, il y a un grand circuit de tournoi qui s'appelle le ITC, qui est en fait le tournoi indépendant de l'Amérique,
qui était organisé par Frontline Gaming, qui était une compagnie qui vend des miniatures et plein d'autres trucs maintenant, ce temps-là, qui était basé à la baie de San Francisco. Mais ils ont voulu créer un système indépendant de tout, plein de régionales pour calculer comment un peu les joueurs d'échecs, leur score et tout ça, pour faire une coopération nationale et finalement, au bout d'un moment, internationale. Pendant ce temps-là, comme c'était près de la Californie, j'ai beaucoup joué dans le tournoi. Après, aussi beaucoup de tournois dans le nord-ouest de l'Amérique où je vis, en Oregon. Et finalement, quand ils ont commencé à faire LVO et tout ça, alors ils ont beaucoup de grands tournois. LVO qui est le plus grand à Las Vegas. J'ai souvent fini dans les top 10 dans la saison. J'ai jamais fini dans le troisième jour de Warhammer 40. Ah, c'est pas vrai. J'ai fini une fois dans le troisième jour du tournoi d'LVO pour Warhammer 40 000. J'ai jamais gagné le grand tournoi de LVO. Et après, j'ai transitionné à iOS parce que j'en avais un peu marre de Warhammer 40 000. Ils ont commencé à avoir beaucoup de problèmes dans les règles. Le jeu avait complètement changé du style que j'aimais le jeu pour. Et j'ai découvert que iOS était tout à fait qui me manquait pour moi dans le jeu de miniature. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la transition. Ah, tu cherchais quoi exactement dans OS? Qu'est-ce qui t'a plu par rapport à 40K? Parce que l'ITC, c'est quand même un gros circuit que, pour le coup, est Ouais. reconnu à l'international. Et qu'est-ce qui t'a fait switcher, toi, en tant que joueur compétitif, du jeu 40K, qui est considéré par beaucoup comme le jeu le plus compétitif, à OS? C'est quoi les choses qui t'ont fait transitionner dans ce sens-là? C'est assez rare. C'était le changement d'édition entre 6 et 7. Il y avait, j'avais l'impression que le jeu avait aucune pénalité pour faire des erreurs de mouvement. Moi, je traduis en anglais directement en français, j'espère que c'est bien passé. Hmm. Parce que j'avais l'impression que n'importe si tu jouais le mouvement ou tu faisais les meilleures décisions de mouvement dans le jeu, il n'y avait aucune pénalité pour l'autre joueur. Alors, tu ne pouvais jamais coincer des unités en combat. Tu pouvais, même quand tu les coinçais, ils pouvaient comme revenir te tirer dessus. Il n'y avait aucune pénalité pour utiliser le terrain pour ton avantage. C'était vraiment devenu un jeu où c'était celui qui tire le plus gagne. C'était vraiment devenu un peu comme ça pendant un sacré long moment et ça ne m'intéressait pas trop de jouer un jeu comme ça. Je préférais, de toute façon, toutes les armées que j'ai joué dans Warhammer 40 000, c'était toujours des armées de mouvement, c'était jamais des armées de tir. Euh, quand j'ai fait découvrir iOS, j'ai trouvé que le jeu était gagné sur les mouvements, surtout 1.0. Ouais, C'était pas vraiment gagné sur ce que tu tuais, c'était gagné sur si tu faisais des bonnes décisions de mouvement, en fait. oui, ça, c'est bien vrai. Ouais, donc, t'as quitté 40K, la V7, la V7 a fait beaucoup de mal au jeu. Ça, c'est Ouais. notoriété commune. Donc, ok, ça, c'est très très intéressant. Et donc, à partir de quel moment tu t'es intéressé à les sélections ES? Est-ce que c'est toi-même qui as rempli le formulaire, votre super formulaire que vous Voilà. avez sur Google Doc? D'ailleurs, pour anecdote, sachez que la dernière question du formulaire ES que moi personnellement j'ai lu, c'est de savoir si vous êtes un alcoolique ou pas, et on vous demande en litres ce que vous buvez. Et moi, je trouve ça super cool. Mais, et donc, est-ce que tu as rempli ce formulaire-là? Est-ce qu'on t'a pris au litre ou au niveau de jeu? Comment ça s'est passé finalement? Bah, en fait, j'ai gagné le circuit ITC pour Ouais, iOS en 2019. ouais, d'accord. J'ai même fini LVO avec deuxième place dans la finale. Ouais, ok, ça va, d'accord. Euh, avec Fire. Attends, je vais encore en empiler encore une fois de plus. Cette saison en 2019, avec Firesail, j'avais un taux de victoire de 95%. J'avais. La bonne époque, quoi. Et voilà, on va voir. Attends, il y a le nouveau livre, il va sortir dans 2 mois, donc on va Ah, voir. ouais. Non, mais j'imagine que Euh, c'était à l'époque où c'était le méta, c'était Fire Slayer et les Osiarks, c'est ça, et dès que t'arrives au corps à corps dans l'un ou l'autre, tu mourrais, ou c'était encore avant 2019? Ah, j'arrive plus à mettre la date. non, c'était le deuxième Ouais, livre c'est le pour deuxième, ouais, c'est ça, la c'était plus. quand Mais ouais, il y avait mais les. j'ai joué le début de la saison avec le 1.0. J'avais joué pendant toute l'année avec Ouais, Firesail. donc ouais, tu connais les Donc il y avait Vulkits une aussi. transition. Voilà, voilà. Attends, j'ai presque 150 parsers et maintenant, mais à chaque édition, je vais devoir découper l'armée par un tiers à chaque fois. Ah bah attends, en V1 t'as joué les Vulkits, en V2 t'as joué les Orgord Berserkers, j'espère qu'en V3 ils vont vouloir Ouais. jouer les Oryx, ça serait tout naturel, enfin c'est normal. On va voir, on va voir. On n'en sait jamais, peut-être qu'ils vont sortir. Bon, non, ils vont pas sortir une autre unité, mais ce serait marrant s'ils sortaient une troisième qui faisait la même chose. Donc, non, on verra. Non, Firestar, pour moi, c'était une armée que j'ai beaucoup aimée parce que c'était un concept je m'en foutais de ce que les taux de dommages que
mon adversaire faisait parce que je voulais gagner sur les objectifs. C'était une armée qui était très simple à gagner sur les objectifs. Donc, c'est bien sûr, c'était ça qui a bien transitionné de son premier livre à son deuxième livre. Mmh. Donc, c'était super ça. Mais surtout cette année-là, j'ai aussi gagné comme 4 grands tournois avec Gloomspite Gitz quand ils ont sorti leur livre. J'ai gagné avec Sylvaneth quand ils ont sorti leur deuxième livre, qui était une armée de merde quand ils sont sortis. Oh, c'était pas terrible. Euh, j'ai aussi gagné, je ne sais même plus avec quoi. J'ai toutes les armées de Warhammer dans ma maison. Donc, Ah, c'est cool. Warhammer Fantasy, Sigma. Mais comment dire, mon style de jeu préféré, c'est toujours été le jeu de mouvement. J'aime décider les actions sans espérer tuer quelque chose. OK. C'est les armées que je préfère en OK, fait. c'est cool. Et du coup, suite à ton palmarès, c'est, l'équipe US, Ah qui t'a oui, oui. contacté ou est-ce qu'elle s'est formée en même temps que toi? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, ce qui s'est passé en fait, c'était simple. J'ai toujours voulu jouer dans le Worlds. Avant, c'était L'OTC? UTC. Ouais. Ouais, parce que de toute façon, je vais toujours en France une fois par an pour aller voir ma famille, donc ça me ferait plaisir. C'était toujours, c'est bien, ça me fait deux voyages, un voyage avec pour deux raisons. Et, j'ai jamais voulu penser à rentrer dans l'équipe française parce que déjà, vous voyez que mon français est déjà pas super. Deuxièmement, je connais personne en France qui joue, donc, c'était à essayer pas. Et quand j'ai appliqué pour l'équipe américaine, c'était aussi un truc. Pour moi, parce que comme je suis français, les Américains, ils aiment bien se moquer de la gueule des Français. Ouais. C'est très populaire, ça. Donc, je voulais toujours, j'adorais toujours l'idée d'un Français qui bat les Américains et qui fait toujours mieux que les Américains. Donc, quand je suis devenu capitaine, c'était encore une fois, Oh c'était ouais, pour faire un immigrant en Amérique qui sauve la peau des Américains. Donc, voilà, c'est l'histoire conclusive. Mais ça aussi, ça me fait marrer parce que, je sais pas, pour l'audience qui ne comprend pas trop, c'est dans mon équipe que j'ai choisie pour l'année prochaine, c'est à peu près un tiers immigrants, deux femmes et six mecs. Donc voilà, c'est bien. On a un beau mélange qui est représentatif de l'Amérique dans un sens culturel, mais c'est aussi dans un sens qu'on essaye de. C'est pas que. On essaie d'évoluer dans les joueurs parce que je pense qu'on a pris des joueurs qui jouent vraiment différents de ce qu'on a pris l'année dernière, en fait. Donc ça va être intéressant pour l'année prochaine. Ouais, moi, je suis curieux de voir, la différence entre, Milan et Prague sur la sélection parce que c'est vrai que tu as fait des choix intéressants, je trouve, en termes de sélection, Ouais. nationale. Ouais, on avait eu comme 120 applications. Ah ouais. On a décidé sur 70 joueurs, puis après on a fait des tranchées et des exercices pour décider sur les joueurs qu'on pensait qu'ils étaient qui faisaient les meilleures décisions avec les pires possibilités. Donc on est tombé sur ces 8 joueurs à la fin de la sélection. On ne choisit pas basé sur la performance des tournois, c'est juste par application et Ah. par un système de tests qu'on fait. Il y a Ah, c'est pas, on choisit pas les joueurs basés sur leur tournoi. Pas c'est sur bien ce ça. tournoi. Ah, c'est bien ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est pas comme ça qu'on procède en France et donc que tu expliques un peu Ouais, comment ça se passe, bah, dans d'autres pays, donc notamment aux US, donc il y a le formulaire que tu remplis, donc qui sont 120. Ensuite, j'imagine que vous ouais, faites une sélection au préalable de ces 120 là en disant: «Voilà, on prend ces ouais. 70 là, ils ont l'air intéressants sur le papier» et une fois qu'ils sont intéressants en théorie, vous voyez en pratique qui sont les meilleurs. Mais du coup, c'est quoi les tests concrètement que vous leur faites faire? Oh, je sais pas si je peux trop révéler trop de nos techniques secrètes, mais Ouais, non, dans un mais contexte, on globalement, ouais. fait globalement, non, en fait, on fait je fais jouer des tournois avec des règles ou un système de restrictions. Mmh. Non, c'est pas comme ça en français. Des limitations Oui, non, mais qui t'inquiète. sont des limitations qui les forcent à jouer en dehors de leur zone de confort. Ah. Et on voit on essaie d'apprendre comment ils font leurs décisions et après, c'est comme ça qu'on les juge. Ah On d'accord. les juge sur trois métriques. Leur décision, la vitesse et comment ils s'y gardent leurs nerfs pendant les matchs. OK, ouais. Parce que ça, c'est trois choses qui sont importantes pour nous parce que en Amérique, on a beaucoup de grands joueurs qui sont des personnalités qui ne marcheraient jamais dans un tournoi d'équipe. Et qui aussi ne marcheraient pas avec un tournoi où il y a 9 heures de décalage Ouais. et 3 jours de match. Ils sont trop crevés ou la personne, ils sont un peu trop introverts et ça ne marchera pas avec. On essaie vraiment d'avoir une équipe qui est totalement mentalement sur la même
Ouais, sur l'état d'esprit, je vois très bien ce que tu veux dire. Globalement, pour, mériter sa place, chez vous, en fait, il faut savoir jouer homme bête, parfaitement après 3 nuits blanches. Exactement, ouais, OK, et faut avoir une consommer beaucoup d'alcool et bien jouer aussi parce que ça c'est un autre truc, bon, on n'est pas qu'on est trop alcoolo, mais on sait qu'on va boire et donc il faut mieux savoir combien on peut boire avant qu'on fasse des mauvaises décisions. alors ouais, ça, c'était un truc qui m'avait fasciné aussi, à Milan. J'ai discuté avec l'ancien capitaine qui était Bill et il m'avait partagé votre diagramme d'alcool et Ouais, alors j'avais compris que c'était une blague, mais c'est quand même assez marrant que vous ayez un tableau, en fait, avec le nom des joueurs et ce qu'ils ont le droit de ouais, boire en fonction de ce qu'ils tiennent. C'est très marrant, je trouve, comme ouais, fonctionnement. ouais, exactement. Bah, faut faire gaffe parce qu'on essaie de c'est quand même, faut être respectueux aussi aux joueurs, à notre adversaire parce qu'il veut pas jouer contre un mec ou une personne qui est complètement inébrié ou Ouais, complètement ouais. saoul, donc c'est sûr que c'est aussi pour ça, puis aussi on veut s'amuser un peu donc on essaie de faire, le tandem, c'est la balance entre les 2 donc mais ce que j'allais expliquer aussi, c'est que comme pour nous en Amérique, ça coûte beaucoup d'argent quand même dans un Mmh. sens. Je sais qu'en Europe, ça coûte beaucoup d'argent, mais dans un autre sens, on a la distance. En Amérique, c'est comme un Ah ouais. pays énorme. Et je suis le seul joueur qui soit sur la côte ouest. Et presque tous les autres joueurs, ils sont sur la côte est. Et on a un Ouais. joueur au Texas. Et donc, si on veut faire un practice ou un entraînement ensemble, parce qu'on fait tous les ans, il faut qu'on prenne un endroit et qu'on se rejoigne tous à cet endroit-là. Et bon, cette année, on a essayé de minimaliser les voyages pour les personnes de la côte Est. Donc, on a pris Pittsburgh, qui est une ville sur la côte Ouest, Ouais. côte Est. Et donc, pour moi, faut que je prenne un vol de 6 heures pour y arriver. Et après, il faut rester pour une salle, un Airbnb ou un hôtel pendant 3 jours. Donc et en plus de ça, puis après, il faut aller à Prague après, qui est pas Mmh. facile apparemment de pas aller à Prague de l'Amérique, parce qu'on a découvert. Non, Prague, c'est Ah, ouais, donc, c'est pas le plus accessible, non, mais c'est pas on va se démerder. C'est juste, c'est dans un contexte, j'essaie de faire comprendre que pour qu'on choisit les joueurs aussi, on choisit les joueurs qui vraiment et ils peuvent payer l'investissement qu'ils vont faire aussi. Parce que c'est vrai que ça coûte cher je crois qu'en moyenne, j'avais expliqué à la commissionnaire de EOS Wars, en moyenne, je crois que ça coûte à peu près 5 000 à 6 000 $ pour faire entre l'entraînement en personne et mmh. le tournoi à Prague pour un joueur, c'est à peu près ça. Ouais, c'est américain. Ouais, le voyage est pas donné et pour parler de choses qui ont rien à voir avec AOS finalement, mais que les gens, se rendent pas forcément compte, du côté de l'Europe, c'est la différence qu'on a, dans la relation entre les distances, entre un Américain et un Ah ouais. Européen. Parce qu'en Europe, tu fais 6 heures d'avion ou 6 heures de voiture, tu passes de Paris à Moscou globalement. Heu, Ouais, heu, ouais, ouais, ouais. aux Ça dépend où US tu vas au sud. ouais, aux US tu conduis 6 heures, tu sors du Texas. Bon voilà, on est sur, des relations de distance Ah qui non, sont même pas. ouais. Même pas. Même pas. Si tu pars d'Austin, je crois même pas je crois que tu arrives en Louisiane, peut-être. Mais la plupart du Texas, ça dépend dans la grande ville où tu es, tu peux même pas sortir de Ouais, non, c'est Texas encore avec pire, 6 hein, heures la de route. relation à les distances, je trouve ça assez incroyable et du coup, comment ça se passe l'organisation des tournois, Ouais, ouais, en US? Est-ce qu'il y a une différence entre la côte ouest et la côte est et chacun sa commune de tournoi? Ou même, en oui. Amérique centrale? Ou est-ce que, vous vous retrouvez pour des événements? Est-ce que vous avez une fédération, 2 fédérations, pas de fédération du tout? Et en fait, chaque état et chaque club, chaque association gère son Ouais. tournoi et du coup, ça crée des différences de règles? Ou est-ce que vous avez une organisation centralisée? Donc, c'est peu comme une république. Il y a pas vraiment une fédération centrale. Le ITC pour EOS, c'est, comment dire, on va dire, c'est un système où tu peux enregistrer les scores, mais il n'y a pas vraiment de système. C'est juste pour les scores. Il y a rien d'autre. C'est pas comme pour Warhammer 40 000 où ils avaient fait des changements de règles ou n'importe quoi. C'est juste un système de scores, c'est tout. Donc, en termes de fédération, nous en Amérique, on appelle ça les méta. On a des groupes de méta dans l'Amérique. Il y a le Texas qui est son propre méta. Tu as la côte ouest qui est son propre méta. Tu as la côte est qui est séparée en 3 régions entre ce qui est Chicago, puis New York et le reste de la côte est, qui est à peu près séparé de n'importe tous les trois en méta. Puis on n'a pas vraiment entre qu'ils appellent ça, on appelle ça regrettablement en Amérique, on appelle ça les flyover states, mais tout ce qui est entre ça, il n'y a pas vraiment de méta. C'est rien qui est trop. On n'a pas trop de données sur ça, en fait, dans un sens. Mais tout le monde voyage pour les tournois. C'est-à-dire que quand tu es allé sur le ITC, ils font BAO, LVO,
New Orleans Open, puis je crois qu'ils ont 3 autres événements. C'est des grands événements qui sont à peu près au moins minimum 60 joueurs. Et souvent, la plupart, la moyenne, c'est plutôt 100, 100 à 120 joueurs. Puis Warhammer 40 000, c'est comme 200, 300. Puis LVO qui est 1000. Je crois qu'il y a 1000 EOS joueurs cette année. Et il va y avoir 2000 ou 3000 joueurs de Warhammer 40 000 dans Las Vegas. Donc, c'est des grands événements. Et même si c'était un petit événement de 40 joueurs, moi, je vais dire, personnellement, j'ai conduit de 6 à 12 heures pour aller juste à un tournoi de 30 joueurs pour iOS. Donc, il y a des joueurs qui veulent être compétitifs, ils font des grands voyages pour y arriver. Ma femme, justement, quand je me suis marié, on avait fait un budget de voyage pour Warhammer, c'est comme $8 000 par an. Donc, Ouais. voilà, parce que ça me coûte à peu près ça pour aller faire tous les grands points. En 2019, j'ai participé à 30 tournois, 10 qui étaient des grands tournois, grands, et c'était à travers l'Amérique. J'ai dû aller parler au Canada même. Je suis allé même au Canada pour aller en participer. Mais oui, le Canada, leur propre méta aussi, ça dépend de la côte est ou ouest. Et bien sûr, on se joue entre eux parce qu'on fait les voyages entre frontières, avant Covid, bien sûr. Donc, non, mais les, fédé- les fédérations ils sont un peu différentes, mais la même. Les règles sont à peu près les mêmes. Les joueurs jouent à peu près le même style. La seule différence qu'il y a, c'est que il y a des grands joueurs dans chaque méta et ils ont leur propre skill ou leur propre style et ça leur donne un peu une identité à chaque méta. Mais ça change pas trop en Amérique entre n'importe quelle région. Mhm. C'est basé juste par les joueurs plus que par le style de la région. Ok, je vois. Mais avant qu'on parle des joueurs, du coup, c'est intéressant de voir l'organisation que vous avez. On a... Bah, je vais t'en parler, parce qu'on n'a pas la même chose en France, à une échelle plus réduite, bien évidemment. C'est qu'on a des grands pôles, en fait, de jeux. Alors, pour Ouais, ceux qui ont la vidéo, je m'excuse d'avance si jamais j'oublie un pôle névralgique d'AOS. Mais ouais, actuellement, je sais qu'il y a Paris, où on joue beaucoup. Il y a aussi ouais, Grenoble, qui est donc au sud de la France, où il y a une grosse communauté. Et il y a aussi une grosse communauté à Lyon. Donc c'est marrant de voir qu'en fait vous avez un peu la même chose aux US, mais bon évidemment pareil le prorata n'est pas le même. Franchement déjà en termes de joueurs vous êtes 10 fois plus et en termes de population vous êtes aussi 10 fois plus nombreux. Donc forcément quand tu parles de tournoi de 60 joueurs, pour toi c'est un tournoi normal. Là tu parles de tournoi de 60 joueurs, c'est beaucoup. Le LVO c'est 1000 joueurs. Enfin nous le plus gros ouais. tournoi que j'ai de mémoire, on est peut-être 200 quoi. Et c'est des trucs qui sont Ah ouais, exceptionnels. Donc en termes de population, c'est formidable. Et d'ailleurs, alors même si le LVO en France, on le connaît, parce que c'est un tournoi qui est super connu, voilà, mondialement reconnu pour déjà, bah, il est à Las Vegas, donc c'est la ouais, classe. Puis en termes de nombre et de niveau de jeu, c'est incroyable. Et qu'on connaît aussi les US Open qui existent depuis récemment, parce que l'éditeur, donc Games Workshop, a jeté son dévolu sur la communauté américaine pour faire des tournois qu'on peut considérer entre guillemets comme officiels. C'est ouais. quoi pour toi? Donc ça, c'est un avis personnel, hein, je te demande pas de me faire une liste avec Mmh. tous les tournois. C'est toi pourquoi les plus gros tournois aux États-Unis, ceux qu'il faut suivre. Euh, Bah, alors ça, c'est moi, bien sûr, LBO. bien sûr, Euh, et bien sûr, puis il y a The Boys, il faut suivre, ce qui est après New York. Et tu as le Texas Master League qu'il faut suivre. d'accord. Et le Texas Master League, c'est pas un tournoi spécifique, c'est une série de tournois juste au Texas. Ah ouais. Et donc, dans un sens, si tu veux voir, comment dire, le- l'amalgame de tous les méta, c'est bien sûr LVO. Mhm. Euh, euh, Personnellement, je ne considère pas les tournois de Games Workshop des vrais tournois compétitifs en Amérique parce Mm. que euh, c'est pas encore, ils n'ont pas encore eu ce type de joueurs. Ça grandit. Et bien sûr, il y a des grands joueurs qui y vont, qui jouent, mais dans un sens, euh, l'attitude des Américains, bon, la perspective des Américains pour les tournois de Games Workshop, c'était plutôt pour narrative, c'est moins pour la compétition. D'accord. Et donc, ça attire ce qu'on appelle en Amérique les garage players, les Ouais. joueurs qui jouent dans Oui, leur oui. garage et qui sortent une fois par an pour un tournoi. Et ce sera ce tournoi-là s'ils y vont. C'est D'accord. pas vraiment un tournoi spécifiquement pour les joueurs, pour la compétition. Mais je pense qu'avec Mike Bryant et tout ça, ça va évoluer à devenir avec plus un tournoi compétitif. Mais pour l'instant, c'est difficile à juger comme parce que quand tu vois les listes et les joueurs, des fois, tu te demandes pourquoi c'est complètement différent de n'importe quel autre tournoi que tu vois en Amérique. À part Bill et certains joueurs, c'est vraiment différent. Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant d'entendre le point de vue.
un joueur américain, parce qu'il y a un truc qu'on fait en France, c'est qu'il y a les joueurs compétitifs, les plus chevronnés d'entre eux en tout cas, et ceux qui ont vraiment la volonté de progresser, ils utilisent l'application BCP, donc Battle Coast Ouais. Player. Et des fois, il arrive parce que vu qu'on ne connaît pas forcément l'organisation de la méta américaine ou de vos tournois, il arrive qu'il y ait des joueurs qui arrivent chez nous, qui prennent une liste de BCP et qui nous disent: Eh, regardez, aux US, il y a X joueurs qui a gagné avec. Alors là, je vais donner un exemple imaginaire, hein, mais qui a gagné avec de l'homme bête. Mais en fait, les joueurs, quand ils font ça, il y en a qui oublient de remettre le tournoi dans leur contest. D'où est-ce qu'il vient? Et quand t'enquêtes un peu, des fois, les gars, ils prennent en exemple des listes de tournois locaux de chez vous pour dire que X armée est viable. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça se trouve, c'est un tournoi, comme tu te dis, de garage players dans un club ou dans un local game store, donc une boutique locale où les gars ils sont 45, ils ont fait ça tranquillement dans leur coin, sauf que vu qu'ils sont 45, bah, pour nous en France, un tournoi de 45 c'est énorme, c'est un gros tournoi, bah, on se dit: ah putain, en fait on peut jouer en homme-bête, alors que pas du tout, t'arrives en homme-bête en tournoi, tu tombes, tu fais ta ronde, tu fais sub, Stormcast, Uruk, bon, t'as passé ta journée à pleurer quoi. Bah, mes règles pour considérer un tournoi compétitif, c'est au moins six rounds. Ouais, Bon, c'est rare qu'il y ait ouais, six rounds, mais c'est vraiment, là, c'est le meilleur calculus ou le meilleur calcul pour avoir une idée de ce qui est compétitif. Bon, le problème, c'est que souvent, il y a les mêmes joueurs qui tombent, qui finissent oui. au top. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est les joueurs qui ont fini comme après le podium. Parce que tu vas voir souvent des listes qui vont être assez intéressantes et qui ne sont pas souvent ce qui est typique. Ce qui est typique, non. Non, c'est bon, c'est bon. Mais euh, tu sais, l'Amérique, c'est un grand pays avec beaucoup de Ouais, joueurs. Et souvent, surtout dans tous les jeux de dés et tout ça, des fois, tu trouves des joueurs qui ils ont le correct match-up, la mission ouais. parfaite, et avec des dés qui les ont aidés. Et quand c'est un tournoi de 3 rounds, ça arrive probablement plus souvent que tu y penses, en fait, parce Oui, qu'il y a oui. tellement de tournois dans un week-end, la variance devient un peu plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Puis, bien sûr, si tu as beaucoup de tournois, sur les mêmes week-ends, tu as moins de participation dans un grand tournoi parce qu'ils sont tous en train de jouer dans un tournoi qui sont plus proches que ce qui est arrivé en 2019. Au bout d'un moment, dans ma région en Amérique, il y avait comme 3 tournois régionaux Mhm. qui étaient de 40 plus de joueurs de plus de 40. Mais donc ça veut dire que les joueurs les 3 meilleurs joueurs dans la région, souvent se voyaient même pas parce Ah ouais. qu'ils allaient jouer dans leur tournoi qui était plus proche que eux. Mais si jamais ils devaient jouer dans un tournoi ensemble, c'est sûr que tu ne seras pas sûr qui c'est qui va gagner à ce moment-là. Donc, Ok. c'est sûr que la distance et le volume de joueurs et de tournois, ça donne pas une bonne idée de ce qui marche le plus en fait. Ouais, et concernant, parce qu'on a parlé ouais, du LVO et du Master Texas League, mais ça, alors si j'ai bien suivi, c'est des compétitions qui sont individuelles, donc c'est des compétitions en solo. Est-ce que vous avez Ouais. des grandes compétitions en équipe aux US? Est-ce que c'est voilà, c'est répandu? Ou vous êtes plutôt Ouais. une communauté qui fait des tournois individuels? Et du coup, si il y a beaucoup de tournois en équipe, quels sont les tournois qu'il faut suivre? Et quelles sont je sais pas, les plus grosses équipes? Parce que du coup, vous, j'imagine que dans la sélection, s'il y a des tournois d'équipe aux US, vous n'êtes pas forcément tous dans la même équipe. Comment ça se Non. passe? Alors, bon, il y a 2 systèmes d'équipes, bon, il y a 3 systèmes d'équipes en Amérique. À cause du PCP, tu peux bien sûr participer à une équipe, même si c'est un match en solo. Mhm, C'est juste pour leur système de score. Puis après, tu as le tournoi ATC qui est à Chattanooga, en Tennessee, qui est plus proche de ce qu'on fait dans World, c'est-à-dire c'est une équipe d'un certain joueur avec un système de pairing et tout ça. mhm. Et après, tu as les matchs en équipe où c'est vraiment 2 joueurs qui jouent contre 2 joueurs avec 1000 points quelque chose. Ah, Mais il y a pas. Il y a, les matchs en équipe deviennent de plus en plus populaires en Amérique à cause de Covid, avec TTS. J'ai vu beaucoup une expansion de ce style de tournoi, ce qui est super cool pour nous parce que le problème avec en Amérique, ce qu'on a, c'est que tous nos joueurs sont souvent des joueurs qui s'habituaient à jouer qu'en solo. ah. Parce que c'était le style, c'est le 99% de tous les matchs en Amérique, c'est que des matchs en solo. Il n'y a pas de concept de pairing, il n'y a pas de concept de construire des listes en équipe. Il y a juste le concept je joue la liste de l'armée que je veux, qui est la meilleure possibilité de gagner un tournoi en 5 rounds ou en 6 rounds et tout ça. Donc c'est sûr, ça nous fait plaisir de voir qu'il y a des tournois en équipe qui grandissent.
Et le plus grand qu'on pense, c'est toujours le plus près de ce qu'on fait à World, c'est Chattanooga, qui est le American Team Challenge. D'accord. Ouais, c'est intéressant parce que pour le coup, en France, les tournois en équipe, c'est culturellement, c'est le gros truc. C'est ce qu'on considère comme étant le format le plus sérieux et rigoureux en termes à la fois de construction de liste, mais aussi de, bah, tout simplement de niveau de jeu. Ouais. Et Ouais, je suis tout à ouais. fait d'accord avec cette observation. C'est tout à fait, oui, c'est vrai. Du coup, c'est marrant de voir les différences d'organisation entre les deux pays. Mais du coup, ça explique à la fois pourquoi, bah, moi, parce que moi je l'ai pu le voir à Milan, ça explique pourquoi en France, enfin l'équipe française a été, moi c'est mon avis personnel, hein, s'il vous plaît ne me frappez pas, c'est que l'équipe française a été bien meilleure en termes de construction de listes pour une équipe, c'est-à-dire que les listes avaient Mhm, un rôle bien particulier avec une chose à faire, et aussi qu'il y avait des pairings qui étaient plus organisés, et qu'aux US vous êtes arrivés, on peut dire comme des cow-boys, avec des top joueurs, des mecs qui font des tournois, qui font 35 tournois par an, qui sont des super joueurs en fait, qui sont arrivés et qui, même si la liste n'était pas forcément, on va dire, la plus optimisée pour l'équipe et que le pairing il pouvait être peut-être un peu plus. Un peu plus à la marge, bah, le mec qui a tellement d'expérience et qui est tellement bon qu'il arrive contre vent et marée et que ça passe, tu vois, tranquille. Red Bill, il est arrivé avec une liste du Skyblock Sayer. En France, on n'a jamais vu ça. Le bataillon, il a 3 ans, c'est du Battle Tom mhm. V1. 5 ans. Ouais, c'est ça. 5 ans. Même quand il est sorti, quand on a joué, il avait 5 ans de Ouais, je crois, vieillesse. ouais, il est sorti avec. Enfin, le bataillon est sorti avec la boîte de base. Bill, il est arrivé, il a déployé ça, Exactement. il a fait bon, bah voilà, toi, t'es mort. Enfin, c'est formidable de voir ce genre de choses. Bah, tu sais, dans un contexte, pour nous, à World, on a eu tous nos pairings étaient les pairings qu'on a voulu. On n'a pas eu un seul pairing qu'on n'a pas voulu. Ce C'est qui était super ça. C'était bah, c'est ce qu'on on ne sait pas si c'était la meilleure décision, mais c'était tous les Hmm. pairings, ce qu'on a vu. Dans un sens, nous, on pense qu'on a gagné sur tous les pairings. Bien sûr, on n'a pas gagné tous nos matchs, ça c'est sûr et certain, mais on pense dans un sens sur ce qu'on voulait mettre dans certaines missions contre certaines armées, on les a tous eus. Ah, je veux dire, en fait, la vraie différence pour moi, l'Amérique et l'Europe, qu'on n'était pas préparés pour, c'était la vitesse de match. Ça, c'était un truc qu'on était vraiment préparé en Amérique parce que nous, on est habitué à finir nos matchs en 2 heures et 30 minutes, Mhm. souvent plus 2 heures que 2 heures et 30 minutes. Et il y avait des matchs qui ont duré presque 4 heures. Et on se Ouais. demandait, et c'est pas pour dire que, que les joueurs jouaient lentement, mais je vais te dire, pour des joueurs américains qui sont habitués à jouer 2 heures et demie et après, hop, pause, break pendant un certain temps, Hmm. quand tu joues 4 heures de longueur, ça prend une certaine tôle sur la mentalité, Ouais, sur non, le mais, joueur. non, mais physiquement, c'est dur. Et puis, même, en fait, le problème pour ceux pour ceux qui n'étaient pas là au dernier Worlds, qui n'ont pas suivi l'événement, donc qui n'ont pas suivi la Coupe du Monde à Milan, moi, vu que j'étais l'arbitre, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que, vu le circuit est tout nouveau et qu'on cherche un corps à s'aligner, à Milan, on n'avait pas de clock. Et donc, il n'y avait pas de chess clock. Et comme il n'y a pas d'horloge, bah, les parties, elles duraient, elles duraient. Et, bah, alors, on va pas faire 2 heures et demie parce que c'est très court. Mais voilà, Oui, on je va comprends faire. pas ça. Les parties vont durer alors. Le rule pack, la dernière fois que je l'ai mis à jour, les parties vont durer 3 heures. Et tu auras 1 heure et demie par personne, d'accord? Donc en gros, par rapport au fait, la manière dont vous jouez aux États-Unis, ça veut dire que les joueurs auront un quart d'heure supplémentaire pour finir la partie. Moi, dans un sens, pour nous, c'est juste qu'on va s'entraîner pour ça, parce que c'est un élément qu'on n'a vraiment pas pensé. Mais je voulais expliquer aussi la différence. C'était le seul truc qu'on n'était pas préparé pour, en fait. Mm. Parce que dans les pairings, je pense qu'on a eu tous les pairings qu'on voulait. C'est sûr qu'on a nos armées étaient un peu bizarres dans un sens. On a réalisé ça après qu'on est arrivé. Euh, Parce que quand on a vu toutes les armées de tout le monde dans le package, on s'est dit, ah ouais, quand même, il y a vraiment une différence, c'est ce qu'on a choisi. Ouais, ouais, Le non mais. reste du monde a choisi, on n'a pas trop compris pourquoi au début. Puis après, on a compris qu'on est arrivé après le premier jour de match, on a compris pourquoi la différence. Euh, donc, dans un contexte pour l'audience, on a pris des armées qui pouvaient gagner ou perdre avec beaucoup moins de différence, mais on n'avait pas d'armée qui gagnait avec des grosses différences. Mhm. Et ça, c'était la différence, je pense, l'équipe Ouais. française ou l'équipe de Danemark,
ils avaient des armées qui pouvaient perdre un petit peu plus de différence, mais ils avaient des armées qui gagnaient avec des grosses Ouais, ouais, ouais. différences. Et nous, on n'avait pas pris un concept comme ça. On a essayé de prendre un concept où on voulait essayer de garder tous les matchs avec une vraie petite différence entre ce qui était de notre détriment dans un sens, mais qui nous a aussi essayé de gagner la deuxième place. Donc voilà. Ah non, Euh, ça c'est une bonne observation. Franchement, c'est clairement ce que j'ai observé quand j'ai corrigé les listes. C'est qu'il y avait d'un côté les listes européennes, entre guillemets, c'est-à-dire bah, il y avait les listes bah, de nous, des joueurs français que je connais tous très ouais, bien. On avait les listes bah, des Danois, même si les Danois ils étaient un peu encore à la marge. Et donc en fait, dès que tu avais une armée, généralement, moi ce qui se ouais, passait, c'est que dès que je corrigeais une faction, je prenais toutes les listes de la faction et je pouvais être sûr globalement de corriger la même chose à deux trois unités près. ouais, Et quand je suis tombé sur les Américains, en effet, c'était un peu différent parce que votre optique de scoring était différente. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui suivent pas forcément la manière d'organiser ce tournoi-là, le système de résultats est basé sur le nombre de points que vous avez en plus de votre adversaire. Donc, plus vous gagnez fort, plus vous marquez de points. Et la plupart des équipes, elles avaient fait ce pari de se dire qu'on va prendre des listes qui peuvent battre de manière complètement démentielle certaines armées, et on va faire en sorte de les pairer contre les armées qu'elles peuvent battre. Et quand ça se passe pas comme ça, bah écoute, tant pis, c'est la vie. ouais. Et du coup, comme tu l'expliquais, bah, l'équipe américaine, c'était beaucoup plus des armées versatiles, où si tu perdais pas trop, mais d'un côté, si tu gagnais non plus quand même pas trop fort. Et bah, ça vous permet de rebondir, ces différences de méta. Elles s'illustrent aussi globalement dans tous les États-Unis d'Amérique. Lorsqu'on regarde vos listes, souvent, on remarque une différence avec la manière dont on joue Ouais. en France métropolitaine. Et j'imagine que bah, du coup, du côté des Américains, lorsque vous regardez les listes françaises pour préparer la Coupe du Monde, vous faites la même réflexion en disant, bah tiens, pourquoi les Français ils Ouais. jouent ça? Et toi, si tu devais décrire la méta américaine, comment tu l'expliquerais à quelqu'un en fait qui la connaît pas du tout? C'est quoi les choses clés, les choses majeures que tu retrouves, on va dire, en haut des podiums? Ouais, alors pour moi, bon, tu vas voir un truc qui va être répétitif dans tous les grands joueurs américains, c'est que leur armée ont un style de contrôle. Mhm. Ils essaient de dicter le tempo du match. Et c'est vraiment c'est ce qui est à peu près uniforme dans tous les top joueurs en Amérique. Mais le méta en Amérique, dans un sens, ça, ça essaie de tourner autour de créer une armée qui gagne les missions au lieu de créer une armée qui bat les autres armées. D'accord. Et c'était vraiment ce qu'on a fait en fait en World aussi. Quand on parle de différence, c'est que notre idée, c'était de construire des armées qui gagnent dans les missions. Et on faisait des tests contre des autres armées qu'on pensait qu'ils étaient les meilleurs dans ces missions. Puis après, qu'on arrivait, on a découvert que tout le monde jouait des armées qui essayaient de tuer nos armées. Et on s'est dit, ah, c'est différent. On n'a pas pensé. Merde, on n'a pas pensé à ça. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en Amérique, la plupart des joueurs qui jouent ici, qui sont les top compétiteurs, ils essaient de gagner avec des listes qui ne sont pas super formidables dans la boucherie, mais qui sont formidables dans un sens de dicter le tempo. Je ne sais pas si en France, ça se passe souvent, mais il y a beaucoup de top joueurs en Amérique qui essayent de toujours aller de prendre le tour en deuxième. Ils essayent jamais de prendre le top du tour. C'est une décision qui est souvent comme ça en Amérique, c'est qu'ils essayent pas d'avoir un double tour, ils essayent de prendre toujours le bottom, le deuxième, la deuxième initiative, je sais pas comment c'est en Ouais, en français. fait, le mec commence, et vu qu'il a une armée de Ouais, contrôle, par exemple, une légion du Premier Prince, hein, au hasard, même si bon, je pense ouais, qu'avec la dernière fac, ça va être beaucoup moins répandu, mais bon, prenons cet ouais. exemple-là parce que c'est un exemple qui est populaire, bah, il commence avec l'exemple du Premier Prince, il s'avance, il regarde l'adversaire, il fait bah vas-y, maintenant, bon courage pour reprendre les objectifs. Ouais, bon, mais même Nurgle, le nouveau Nurgle, Ouais, même l'ancien Nurgle, il y a des éléments de contrôle. Tu fais des décisions, ou même comme moi, quand j'ai joué Carrion Overlord au grand tournoi qui était à San Diego, que j'ai gagné avec, j'ai pris deuxième place avec parce que j'ai pas pu jouer l'autre joueur qui était undefeated. Euh, C'était une armée de contrôle. Même si c'était une armée de shooting, c'était une armée de contrôle. C'était basé sur la dictation du tempo du match. ouais. Et souvent, c'est comme ça. Presque tous les grands joueurs américains. Bill, c'est tout à fait ça. C'est toutes les armées qu'il a jamais jouées, c'est toujours une armée de dictation de tempo. Ah non, C'est tout. mais Vilsusa aussi, bah, enfin, c'est sa manière de jouer, je trouve, elle est fascinante, et à chaque fois qu'il sort une liste, ça fait la Ouais, une dans tous les blogs.
Warhammer et dans toutes les communautés, c'est formidable ce qu'il joue Bill. Parce que Bill Souza, c'est l'ancien capitaine US, c'est un des plus gros joueurs aux Amériques, pour ceux Ouais, qui connaissent pas, je remets les choses dans le contexte. Et si vous connaissez pas forcément Bill, vous avez forcément vu sa liste en Slanesh, où il ouais. joue des cocatrices, et récemment, il a joué une liste Fire Slayer, Mmh. que moi, personnellement, je n'avais jamais vu. Et personnellement, ça m'a pris 10 minutes pour comprendre que, ah mais ouais, en fait, mais s'il joue ça, au hasard contre du Son of Behemoth, bah il le défonce. Bah, en fait, Ouais. c'était mon armée en plus. Ah ouais, c'est vrai. C'était mes miniatures. Ah ouais, non mais ouais, C'est mon arme, c'est mes je me miniatures. suis bien Non, douté. Non, parce que voilà, je me suis bien douté quand j'ai vu sa non, non, liste. Quand j'ai vu sa liste, je me suis bien douté que Bill, il a pas une collection de Flower Sayer et que toi, bah toi, je t'ai vu jouer l'armée à Milan. Je me suis dit, ouais, c'est non, bizarre, il a trouvé des figues. Hein. on a vraiment moi et Bill, on a vraiment à peu près le même style de mentalité dans le design d'armée, mais on a même le même style de joueur dans les décisions qu'on fait. Bon, des fois, on a fait, juste ça fait marrer parce que on argumente souvent, mais c'est pour la même décision, c'est juste des Ouais. nuances de Ouais, décision. non mais. Non, mais non, non, mais quand n'importe les listes que tu regardes, que Bill joue ou que même moi je vais jouer, tu vas voir, c'est simple. Le thème, c'est contrôle de tempo du match. C'est tout. Ouais, non mais. C'est, et la plupart des Américains jouent comme ça. Bon, il y a beaucoup de joueurs qui jouent straight shooting, c'est-à-dire qu'ils font je vais détruire en shooting. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui comme ça, mais souvent ils n'arrivent pas à gagner les grands tournois qui sont de 5 ou 6 rounds parce qu'au bout d'un moment ils vont tomber sur une liste ou des dés ou un match-up qu'ils vont pas pouvoir abattre parce que c'est toujours ça le problème avec les Ouais. shooting armées les armées de tir. Mais souvent, ouais, c'est ça la grande leçon de l'Amérique. Si vous êtes français, venez de jouer en Amérique, vous allez voir que tout le monde joue à peu près un contrôle. Ils ne jouent pas vraiment une armée de défense ou une armée d'attaque. Ils essaient de contrôler la dictation du match. C'est Ouais, tout. non, mais en France, on a des joueurs qui jouent contrôle. Moi, je connais un joueur qui est en cas battu, et qui était d'ailleurs à Milan, qui est Christophe, en fait, il jouait Séraphin, je crois. Ouais, il jouait Séraphin. Ouais, C'était le joueur Séraphin, ouais, qui est un joueur de mon équipe, il est indécent, qui est un gros joueur contrôle, et voilà, qui performe assez régulièrement. Mais c'est vrai qu'en France, globalement, on est plutôt sur des listes qui sont capables de mettre des tables rases démentielles. C'est pas, par exemple, la double Mokrocha avec ouais. 6, 9, 15 Gorgontas. C'est une liste méta. Voilà. Moi, je joue sans VMAT en tournoi. Bon, je suis pas le joueur qui performe le mieux en tournoi, même si bon, des fois j'arrive à gagner mes parties quand même. Mais voilà, moi je joue sans VMAT. Au début, j'ai joué la Taker Tribe avec le Krakeniter pour dépasser l'objectif. Ouais. Euh, Rapidement, j'ai changé, maintenant je joue 2 Gatebreaker et 2 Warstomper, c'est-à-dire que je t'arrive dessus, j'essaye de t'écraser la tête. Et là j'ai fait des tests avec Kragnos récemment, et bon, Kragnos c'est l'étape au-dessus de la létalité, là c'est complètement n'importe quoi, le nouveau Kragnos. Ah non, j'adore le nouveau Kragnos. C'est avec le Bloodtooth ou Iron Sons, ils ont un super élément de contrôle et de dictation de tempo. Euh, encore une fois, dans le méta américain, il a une super synergie maintenant, Kragnos Hmm. avec les Rangers. Mais moi, j'ai expliqué aussi que, tu sais, quand moi, j'ai joué contre l'équipe française, bien sûr, quand j'ai joué pour l'Amérique. J'ai aussi joué contre des Belges, j'ai joué contre des Espagnols, j'ai joué contre les Danois. Le truc qui m'a choqué plus, c'était vraiment comment. Parce que moi, j'avais une équipe de. Je jouais à les Firestar et j'étais sur Defender. Et j'ai joué contre des attaqueurs, comme ça, comme des listes d'attaque. Et toutes les listes d'attaque que j'ai joué contre, ils se sont tous mis dans un bloc au fin fond de leur table, même le joueur français. Et c'est comme si qu'ils voulaient prennent aucune décision, de faire une dictation. Alors, est-ce qu'on va aller là pour le faire penser qu'on va aller là, n'importe quoi. C'était toujours le même truc. C'est bon, ils sont là, on va essayer de faire marcher jusqu'à la fin du match et voir s'ils vont peut-être pouvoir essayer de gagner. Euh, non, mais j'étais complètement surpris. C'était un concept qui nous a pas rentré dans la tête que des joueurs pouvaient essayer de jouer pour pas perdre. Ça, c'était un truc qu'on n'a jamais eu en Amérique. C'est vraiment très américain, ça. Si vous regardez Ted Lasso, je ne sais pas si ça passe trop en Europe, le coach de football qui vient du American Football, qui est en Angleterre, il ne comprend pas le concept d'égalisation du tout. C'est vraiment ça. Pour nous, on ne comprenait pas pourquoi il y avait des joueurs qui voulaient jouer pour ne pas perdre, alors qu'ils avaient
plein d'opportunités pour gagner. Ça, c'était le truc on était qu'on n'avait pas compris. Justement, non, c'est notre guide pour les nouveaux dans l'équipe américaine, c'est que faut être préparé pour des gens qui ne peuvent pas gagner. Non. Non, mais en fait, ce qu'il faut bien bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors moi, je vais parler pour le coup, pas Ouais, pour la méta française parce que, bah, les Espagnols, les Italiens, ils jouent comme ils jouent. Mais, il arrive que dans des rosters en équipe, heu, en France, on mette des listes et on se dise: «Bah, écoute, cette liste-là, elle bat, telle liste et telle liste, mais si jamais tu te retrouves contre une autre armée qu'on n'a pas prévue, écoute, tu joues 240 porte-peste, normalement, tu peux faire 10-10». Et ouais, voilà, ouais. et ah bah, Ouais, j'ai l'impression que dans le roster ouais, il y avait pas ça. Vous vous êtes tous jetés à corps perdu, sur la victoire et des fois ça passe, puis des fois ça passe pas et bah, c'est la catastrophe, tu ouais, vois? ouais. Bah ouais, parce qu'on veut jouer la mission. Mmh. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de jouer la mission. On s'en fout de qu'on joue contre. On joue la mission. C'est pour ça qu'on était tous surpris de dire putain, pourquoi ils jouent pas la mission? On comprend pas. On comprenait pas du tout. Donc, dans un sens, ouais, non, c'était super intéressant. Moi, j'ai adoré l'expérience et j'espère que tout le monde qui est un fan de AOS, qui était un joueur compétitif, au moins puisse la faire par eux-mêmes une fois dans leur vie, dans leur carrière de joueur. Justement, ce que j'ai fait moi en Amérique, c'est que quand j'ai pris ma position de capitaine, euh, j'ai changé un peu les règles pour l'équipe. Maintenant on choisit 8 joueurs pour le tournoi, Ouais. mais on a aussi créé un système on appelle ça un farming team, c'est-à-dire qu'on a ouvert la porte à plusieurs autres joueurs qui vont peut-être pas soit l'équipe, mais on leur donne un système d'entraînement, on leur donne des cours, on essaie de les coacher pour qu'ils peuvent peut-être jouer l'année prochaine ou l'année après. Mais en cas où on a besoin d'un certain joueur parce que le méta change et qu'on sait qu'il est un bon joueur à ce type, on va pouvoir le prendre, pouvoir des changements. Puis comme ça, on n'a jamais besoin de faire chaque année d'essayer de trouver 8 joueurs, 9 joueurs, whatever, et le nombre de joueurs pour le Worlds. Mais c'était surtout parce que je voulais que Worlds devienne une expérience accessible à tout le monde, pas juste aux top joueurs. C'est parce que, comme j'ai dit en Amérique, de toute façon, les top joueurs, ils sont très bons à jouer en solo, ils sont peut-être pas très bons à jouer en équipe. Ah non, C'est la réalité. en jouant d'équipe, faut pas se cacher, des fois, faut mettre, sa fierté de côté ou des parce que ça implique des fois, de jouer une liste qu'on veut pas jouer. Ouais, Bon, moi personnellement, c'est mon point faible. J'ai du mal à ça, tu vois, j'ai du mal à accepter, donc je sais que c'est ouais, compliqué. Jouer une liste qu'on veut pas jouer, je comprends que pour les gens, c'est compliqué, mais des fois, faut le faire, c'est comme ça. Et deuxièmement, des fois, il exactement. faut faire des matchs où en fait, soit tu vas le perdre, ou soit Ouais, en fait, tu vas ramer. Et ouais. bah, faut l'accepter. Et je pense que, ouais, en effet, il y a des personnes, même si elles sont très très fortes, bah, c'est pas forcément des choses qu'elles peuvent faire, voilà, c'est pas dans leur mentalité. C'est pas dans leur style, dans leur Mm. personnalité aussi. Donc ça les aide pas. Donc, j'espère que je vous ai donné une idée de le méta en Amérique et le style de joueur que Ah vous allez non, rencontrer. c'est très Bien clair. sûr. En fait, ça met, tu valides des théories qu'on avait, enfin des choses qui se disent. C'est-à-dire que la méta américaine, quand on prend les listes, alors tu as les listes des gros top players qui sont globalement des listes, on va dire, classiques, voilà, qu'on comprend. On fait, bah écoute, là, il joue Bellacore avec des pinks, bon, pas de Voilà. surprise. Ouais, Et puis de l'autre côté, quand tu descends, il y a des ouais, joueurs, ils vont sortir des buveurs de sang, ils vont sortir des figurines Forge World, et en fait, tout ça, c'est les joueurs du garage, comme tu dis. Et en France, ouais, nous, pour trouver ces listes comme ça, vu qu'on n'est pas beaucoup en compétitif, même quand tu descends, bah tu descends, ça reste encore des joueurs compétitifs. Donc tu descends, les listes sont encore compétitives. Mais aux États-Unis, ouais. bah quand t'es 250 dans un tournoi, à un moment donné, tu descends tellement que tu arrives sur des mecs, ils viennent en Sylvanette avec Alariel, ils viennent en Stormcast avec du Vanguard, et bah tu prends la liste, tu fais, mais attends. En fait, ça c'est pas optimisé. Et en effet, c'est pas optimisé. C'est juste que c'est des joueurs qui arrivent avec leurs figurines dans la vitrine juste pour jouer à leur tournoi local. Moi, je vous recommande pour tout le monde en Europe, c'est d'aller sur le frontlinegaming.org website, le site, et ils ont la page avec les scores les meilleurs joueurs de la saison, ou le plus de scores pour la saison. Et vous cliquez sur eux, vous voyez les tournois où ils ont participé, vous choisissez les tournois qui sont au moins minimum 5 rounds avec plus de 40 joueurs, et vous analysez leur liste, et je vais vous dire tout directement que vous allez voir, hein,
un bon understanding ou de ce qui est, les listes qui gagnent en Amérique, en fait. Ouais, c'est Et, intéressant. Je mettrai tous les liens. Bah, en fait, j'ai un espace vide sur la vidéo. Je vous ouais. mettrai tous les liens là-haut, que les gens puissent aller voir. Parce que c'est vrai que Frontline Wargaming, on consulte pas trop. En France, on consulte beaucoup les vidéos de Rob et ses statistiques, donc c'est Honest Wargamer. Euh, Après, on a évidemment nos analyses méta qui sont locales. Mhm. Et en dehors de ça, ouais, Frontline Wargaming, on s'en sert pas trop. Et bah, c'est bien que tu partages ça pour que, voilà, si jamais vous voulez voir comment ça se passe chez les Américains, parce que bah, on aime bien voir, parce que vous êtes la plus grosse commu, et ça donne des sources d'inspiration, bah, j'irai voir ça pour la liste, parce que moi, tu vois, je connaissais pas du tout ça non plus. Donc, c'est très intéressant. Attends, je crois que je vais vous donner un spoiler. Je crois qu'il y a une liste là qui vient juste de gagner un tournoi en Amérique assez grand. Je crois que c'est Kragnos et Mortrags avec le Rhinox avec le canon. Non, sérieux? Ouais, Ah ouais. ouais. Ah putain. C'est Kragnos et je crois qu'il y a deux de ces canons-là et je sais plus quoi d'autre. Le Butcher et voilà. Puis il y a une autre liste aussi qui a gagné, qui est Nurgle list, qui est comme 10 Beast of Nurgle. Ah Des ouais. bêtes de Nurgle. Donc, il y a plein. Vous allez vous amuser parce que vous allez pas trop. Vous allez vous demander pourquoi ça gagne ça, mais t'inquiète pas, nous aussi en Amérique, on se demande pourquoi ça gagne aussi. Bah ouais, non, mais Comment chaque pays, en fait, ouais, chaque pays a ses... Chaque pays, en fait, a ses top players, et donc, du coup, les top players, ils jouent des listes, ils ont des affinités, et bah, en fonction des pays, les joueurs, les gens, c'est pas les mêmes. Et bah, si dans une nation, le mec, le joueur le plus fort, il joue Oroquois Clan, bah, il va être copié, entre guillemets, ou alors, du coup, les gens vont faire en sorte de pouvoir le contrer lui. Et bah, aux États-Unis, c'est le contrôle qui prime. Bah, soit tu es un top player qui joue au contrôle, soit tu veux t'illustrer et tu peux prendre des listes qui vont venir battre ces choses-là. Et bah, en fait, c'est du coup, c'est comme ça que les méta s'organisent, même si en fait, d'un pays à l'autre, les armées qui sont fortes restent les mêmes, c'est juste qu'elles sont pas forcément jouées. Ouais. Bah, tu sais, pour nous, le méta qui nous confond le plus, c'est l'Australie. On n'arrive jamais à comprendre Ah non, qu'est-ce qui se passe mais en Australie. l'Australie, c'est un mystère pour Donc, tout le monde. oui, on ne comprend jamais. Alors, je serai à Paris de début de mai, avant Prague. Donc, si quelqu'un veut me faire, j'apporte une armée avec moi. Donc, moi, je pourrais jouer à Warhammer parce que à chaque fois que je viens en France, je connais personne qui joue et je me déplace jamais au magasin pour aller jouer. Ah, t'es dans quel coin en France? Quand tu viens en France, Bah, tu vas dans quel coin? je vais à Draveil, qui est une Ah petite oui, ville non, dans mais l'Essonne, je au vois sud très de bien où c'est. Paris. Je vois très bien où c'est. Ouais. Je connais pas mal de gens à côté de ça. Bah écoute, on va lancer un appel. Voilà, en mai, si il y a des joueurs près de l'Essonne, je pense notamment à l'association des Ace, hein, qui sont pas très loin, qui veulent jouer contre le capitaine US, n'hésitez pas à le contacter, Jérémy Vessière, ou directement sur Twitter, @TeamAmericaOS, je crois. Et voilà, il Ouais. sera ravi de jouer avec vous. Hein, parce que, bon, je vais en parler là, parce que en plus, on va faire un tournoi chez eux il y a pas longtemps où j'ai fait l'arbitre, à Corbeil-Essonnes, ou Ah plutôt à ouais, ouais, Évry, il y a l'association des Ace qui joue à AOS. Donc, si tu cherches moi, des c'était joueurs, mon ancien, c'était là où je faisais les streams quand j'étais encore en ouais. France. Ouais, ouais, super. Moi, ça me ferait plaisir parce que déjà, bon, ça me essayer de me faire un peu forcer mon français. Et deuxièmement, j'aurais pu jouer plus de joueurs français parce que j'en ai joué que toujours qu'un seul. Donc, ça me ferait plaisir Ouais, non, d'en mais jouer en plus. bien sûr, Ok. les tournois, vous avez une plateforme centralisée pour savoir quand est-ce qu'ils se passe? Vous avez un calendrier global? À part BCP, il y a aussi le frontlinegaming.org qui a tout un agenda de tous les tournois, mais BCP, Hmm. c'est le meilleur endroit. Ah, Bien sûr, pas tous les tournois en Amérique vont être sur BCP, mais la plupart vont être postés là. Donc voilà, bah, le mot de la fin, ça sera que si vous voulez suivre la méta américaine, allez voir deux choses, Battle Cosplayer et Frontline Wargaming. Voilà. Bah écoute, Jérémy, merci pour d'avoir pris le temps de venir nous parler de la méta américaine. C'est super cool parce que à moi, quand j'ai découvert qu'on avait un Français dans l'équipe américaine qui en plus est devenu capitaine, je t'ai contacté tout de suite parce que c'est une super occasion de parler en fait de ce métagame-là qui intéresse beaucoup de gens, le métagame américain. Parce que déjà, il y a le prestige des US, on va pas se le cacher, et puis vous êtes beaucoup, donc il y a beaucoup de listes, il y a beaucoup de tournois. Et bah, il y a beaucoup de choses qui brassent, on peut discuter beaucoup de théories craftées, de tout ce qui se passe là-bas. Puis que tu nous parles de la manière dont on fait la sélection, c'est super cool. Donc je te remercie d'avoir pris le temps d'être venu, parce que bah, là, actuellement, il est quelle heure là chez toi? 11h15 Voilà, ce donc, soir. donc, Mais t'inquiète pas, comme je t'ai dit plus tôt, vous me sauvez de l'argent là, parce que ouais, il y a des gens qui sont en train de perdre au poker là, derrière la porte. ouais, Donc, non, mais c'est. ouais.
Donc, Ouais, non, ouais. mais c'est merci pour avoir me fait venir parler de l'équipe, puis de mon expérience, puis du métier américain, parce que c'est un des trucs que je parle beaucoup. Voilà. De toute Mmh. façon, tout mon Twitter, c'est que de ça. Donc, voilà. Alors, c'est avec plaisir, hein. OK, écoute, c'était super cool. Bah, moi, je vais conclure la vidéo plus tard et bah, écoute, je te remercie et puis, je te dis à la D'accord. prochaine, Jérém, puis on se verra au mois de mai et puis sinon on se verra après, Ouais, voilà, et t'inquiète pas. on se verra après, ouais, c'est sûr. T'inquiète pas, on se verra Voilà. après, quoi. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que cette interview vous aura plu. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et ça me tenait à cœur, en fait, de partager les différentes visions qu'on peut avoir à l'international sur Age of Sigmar. Surtout que, lorsque j'ai découvert que Jérémy était un francophone, je trouvais qu'il était dommage de passer au travers de cette occasion, car c'était le moment propice pour parler de la méta américaine avec quelqu'un qui pouvait la partager en plus grand nombre au sein de la communauté française. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez soutenir Jérémy, vous pouvez le suivre sur son Twitter, ou bien tout simplement sur le Twitter de l'équipe américaine, @SteamAmerica Age of Sigmar, afin que un jour, le joueur américain le plus connu du pays soit un Frenchie. Moi pour le reste, comme d'habitude, si vous avez des remarques ou des questions, posez-les en commentaire, on pourra même discuter de certains points de la vidéo si jamais vous avez des retours à faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut salut!